Merci de nous rejoindre pour le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Deux dossiers au cœur de nos échanges. L'ECO, cette future monnaie ouest africaine qui revient dans le calendrier pour 2025. Mais derrière cette relance, une question: s'agit-il d'un passage en force ou de vrai saut vers l'indépendance monétaire? Nous allons questionner nos invités sur la question. Et par ailleurs, nous allons aborder également la coopération bilatérale entre le Bénin et le Nigeria, de plus en plus active. Est-elle le signe que les solutions viendront des initiatives bilatérales plutôt que des grands projets collectifs en peine? Des questions également à poser à nos invités. Alors déjà, je m'adresse à vous, Rodolphe Ataï. Déclaration récente des autorités monétaires d'Afrique de l'Ouest annonçant 2027 comme nouvel horizon. Quelle est votre lecture et votre regard de juriste? Alors d'abord, je vais dire bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à M. Gaston. Alors sur la question, il faut voir l'avènement de l'ECO comme étant un passage en force, mais justifié. Justifié dans quelle mesure? La première des choses, je pense que lorsque nous prenons le commun des citoyens de la CEDEAO, je vais nous qualifier comme ça. Lorsque nous prenons les citoyens de la CEDEAO, pour les citoyens de la CEDEAO que nous sommes, pour nous, ce n'est pas un passage en force justifié, parce que, je dirais plutôt une accélération justifiée. Alors, justifié pourquoi? Justifié sur la base de plusieurs raisons. Première raison, c'est la raison politique. La raison politique, c'est, lorsque nous avons dans l'espace CEDEAO actuellement, vous voyez qu'il y a un certain nombre de tensions au niveau, un élan de souveraineté qui est en train de voir le jour, notamment entre les pays membres, notamment les pays aujourd'hui sortants de la CEDEAO, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, avec donc les autres États qui sont là, qui justement, quand on le sent, que lorsque vous suivez un peu l'actualité, vous voyez que les pays de l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui sont dans un élan, dans une posture de vouloir au fait créer une monnaie unique. Or, n'oubliez pas, l'une des raisons majeures, c'est-à-dire les reproches les plus ardentes que nous avons l'habitude de formuler envers la CEDEAO, justement, c'est le fait de rester dans la posture de cette monnaie, le franc CFA, qui, même si elle a changé de nom au cours de son histoire, reste pour la plupart des Africains, jeunesse aujourd'hui encore, une monnaie coloniale. Donc, le passage en force, est-ce qu'il y a un passage en force? Oui, peut-être parce que on sent une certaine accélération, mais un passage en force justifié dans la mesure où, n'oubliez pas, le projet de l'ECO, ce n'est pas aujourd'hui. L'ECO date depuis 2000. Là, vous en venez déjà à la question thématique. Déjà, on va rester d'abord sur le début, votre lecture. Avant d'en venir. Ma lecture d'abord du thème, comme je le dis, pour moi, ce n'est pas un passage en force, je dirais plutôt un coup d'accélération, mais qui est justifié. Qui est justifié. Oui. Merci à vous. Alors, Gaston Joy Abo, bonjour. Alors, la condition est que les pays aient fait leur devoir, c'est-à-dire respecter les critères de convergence.
Oui, si on observe ou si on suit la déclaration qui est faite au niveau déjà de la CEDEAO à travers son commissaire, c'est que on ne va plus attendre cette convergence au niveau de tous les États, mais désormais ça va se faire avec les États qui sont déjà prêts sur ce point-là, parce que pendant tout ce temps, c'est cette question de convergence qui a été évoquée pour freiner ou retarder la mise en place de l'ECO, qui est un projet vieux. Et là, maintenant, 2027, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé depuis 2021 à travers les rencontres qui avaient eu lieu. Donc là, c'est juste une décision ferme que la CEDEAO est en train de prendre, de montrer que, désormais, cette date que nous avons fixée, nous n'allons pas reprocher ou nous n'allons pas prendre une autre date pour dire que, attention, il y a encore des questions de convergence monétaire ou économique qui vont encore nous retarder sur ce point-là. Donc là, si je dois dire quelque chose à propos de cette déclaration, c'est juste que la CEDEAO est en train de prendre une décision ferme à propos de quelque chose qui avait déjà été 4 ans avant, qui avait déjà été décidé. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est une décision ferme de la CEDEAO. Merci à vous, Rodolphe Ataï. Ce qu'on constate d'un côté est que le Nigeria et le Ghana restent prudents, tandis que l'UEMOA semble plus engagé. Alors justement, j'en venais tout à l'heure. Je pense que la réticence du Nigeria et du Ghana se traduit justement par le fait que ce sont des États qui ont leur propre monnaie. N'oubliez pas, le Ghana a sa propre monnaie, le Nigeria également. N'oubliez d'ailleurs pas que la monnaie du Nigeria connaît quand même une période un peu sombre actuellement. Et donc, contrairement à ces deux États, donc qui sont des pays que je vais qualifier d'anglophones, les autres pays membres de l'UEMOA, plutôt, sont des pays qui sont pour la plupart dans le système du franc CFA. Très facile. Très facile, et justement c'est la question que je dirais que ma génération se pose au sujet de l'avènement de l'ECO, même si tout le monde déjà voit dans l'avènement de l'ECO une certaine rupture avec la monnaie coloniale, telle que je le disais tout à l'heure. Qui va nous imprimer la monnaie de l'ECO? Est-ce que l'ECO sera imprimé en Afrique? Justement, la question reste non. Et pour l'instant, à ce que je sache, l'ECO nous sera également imprimé par la France. Et justement, d'où la question de savoir est-ce que l'indépendance monétaire dont la souveraineté monétaire que nous concentrons, sinon réclamons chaque fois ou prétendons dire, affirmer et tout, est-ce que justement cette souveraineté monétaire est obtenue à travers l'ECO si également cette monnaie de l'ECO est imprimée par la France? Deuxième chose, la devise, je vais parler de la valeur de la monnaie. L'ECO, quelle sera sa valeur par rapport à la monnaie de l'euro? Quelle sera la valeur de l'ECO par rapport au dollar? Or, je peux vous dire en très peu de mots que l'une des raisons majeures, en tout cas de mon point de vue, qui pousse la génération africaine aujourd'hui à aller pour la plupart vers l'immigration, parfois clandestine, sinon souvent clandestine, c'est justement à cause de la valeur de notre monnaie par rapport à la monnaie des autres. Tout le monde se dit, si tel que nous nous battons ici, si on se bat ainsi ailleurs, justement, avec le peu qu'on va trouver, si on revient chez nous, justement, je serai déjà millionnaire avec le peu gagné de l'autre côté. Donc, justement, je me pose la question de savoir quelle sera la valeur donc de l'ECO par rapport à ces monnaies-là, justement. Et donc, si nous voyons cette valeur-là et que nous revenons chez nous, est-ce que le fait que notre monnaie est imprimée par un autre État, entre griffes, la France, est-ce que justement nous avons l'indépendance monétaire souhaitée? Maintenant, pour finir, sur le critère de convergence évoqué tout à l'heure par M. Gaston, là je suis d'accord. Et je pense que cette décision de la CEDEAO, c'est là, comme je le disais tout à l'heure, on peut parler dans une certaine mesure d'un passage en force, parce que ce passage en force aurait dû avoir lieu depuis, au lieu d'attendre peut-être maintenant une certaine je sais pas moi, une certaine tension dans la sous-région avant de prendre cette décision. Je pense que ceux qui sont loin vont penser, peut-être ce n'est pas ça, mais vont penser que c'est parce que la dynamique régionale est en train d'être changée que la CEDEAO essaie de rattraper son retard vis-à-vis des peuples.
Merci à vous. Alors, Gaston Joy Agbo, quel est, votre regard sur cette réticence? Oui, je vais commencer par dire que le Nigeria et le Ghana, comme vous le dites, ne sont pas réticents par rapport à ce projet, parce qu'il faut le rappeler, ce sont les pays où, je dirais, les États... De cette façon, ils ne sont pas si réticents que ça, mais prudents. Oui, il faut rappeler que ce sont les États qui n'utilisaient pas le franc CFA qui avaient au départ porté ce projet d'éco à travers la zone monétaire ouest africaine qui avait été mise en place. Donc, si on prend les choses sous cet angle, je ne vois pas s'il y a une prudence ou réticence au niveau de ces États, mais c'est juste que ces États vont peut-être se poser des questions sur l'effectivité de cette décision au niveau de leurs confrères de la zone franc CFA, parce que, il faut le rappeler, c'est en 2019 que les États au niveau de la zone franc CFA ont signé un accord avec la France pour pouvoir migrer maintenant vers l'éco. Sinon, au départ, c'est toujours les États qui n'utilisaient pas le franc CFA qui voulaient adopter une monnaie unique de leur côté, et on aura avec la zone UEMOA et la zone monétaire ouest africaine deux monnaies différentes, et avec le temps, progressivement, ces deux monnaies vont migrer vers ce qu'on a appelé la monnaie unique pour la zone ouest africaine. Mais très tôt, on a vu qu'il y a eu cette question de divergence, et également au niveau de l'économie et de la monnaie qui causait problème, parce que les monnaies au niveau de la zone ouest africaines ne sont pas les mêmes choses, et quand nous prenons les réalités sur le terrain également, ce n'est pas la même chose, ce qui fait que les acteurs impliqués dans ce système de migration vers ce qu'on a appelé l'éco ont dû évaluer les difficultés. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais attirer l'attention du public dessus, c'est que cette date de 2027, j'ai commencé par le dire, c'est pas maintenant qu'on évoque ça, c'est depuis 2021 qu'on a commencé par parler de 2027, et je pense que si la CEDEAO fait ce genre de déclaration aujourd'hui, c'est pour rassurer la population que cette date de 2027 ne va pas changer pour ce qui est de la mise en place de l'éco. Maintenant, si on veut rassurer la population, quand on sait qu'il y a encore ces questions de convergence monétaire et économique qui se pose encore sur le terrain, il faut montrer aux populations quel est le plan, et c'est dans ce sens qu'on parle de partir sur ce projet, mettre en place ce projet-là, sans attendre les États qui n'ont pas encore rempli leur part de convergence pour atteindre cet objectif commun. Donc, probablement, déjà 2027, nous allons assister à la mise en place effective de cet éco au niveau des États qui sont déjà prêts. Mais la question qu'on va peut-être se poser, c'est quels sont ces États-là qui sont déjà prêts, et non, il n'y a plus une question au niveau de prudence et de réticence. Alors, Rodolphe Ataï, alors, outre la question de savoir quels sont les États qui sont vraiment prêts, peut-on dire quelle est plutôt la crédibilité pour une monnaie commune sans union politique renforcée? Alors, je pense que votre question peut être appréhendée de la façon suivante. Est-ce que l'indépendance monétaire doit suivre une indépendance politique? Et donc, justement, je pense, de mon point de vue, qu'une indépendance monétaire, économique, entre griffes, sans une indépendance politique, n'est pas une réelle indépendance, et je ne pense pas que cela pourrait garantir la fiabilité, sinon la valeur, l'équilibre de la monnaie, ce que nous recherchons à travers donc la mise en place de l'éco. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, justement, supposons que nous sommes dans la CEDEAO, justement, on est dans la CEDEAO, et tantôt que d'autres prônent la valeur politique peut-être d'une alternance au pouvoir, d'élections libres, d'élections inclusives, de promotion de la liberté individuelle, où la liberté d'expression existe, etc., etc. D'autres dans leurs États prônent peut-être les coups de force, les coups d'État constitutionnels et autres. Vous verrez très vite que l'économie d'un de ces pays, et justement c'est ce qui se pose actuellement à travers le critère d'ailleurs de convergence dont on parlait tout à l'heure, c'est justement parce que les États au sein de la CEDEAO, dans de l'ECOWAS, n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes priorités en matière économique. Ils n'ont d'ailleurs pas
les mêmes forces économiques. Prenez le Nigeria par rapport au Bénin. Le marché intérieur du Nigeria seul représente déjà un poids vis-à-vis, par exemple, du Bénin, qui bien sûr également, le Bénin également a d'autres forces. Donc justement, on se pose donc la question à ce niveau-là. S'il y a un déséquilibre au niveau des politiques, je pense que l'équilibre monétaire va échouer. Prenons l'exemple de l'Union européenne. Vous verrez que dans l'Union européenne, où cette monnaie-là est l'euro est utilisé, vous verrez qu'il y a des critères de politique, notamment, par exemple, simplement du point de vue de l'adhésion pour adhérer à l'Union économique, l'Union européenne, plutôt, il faut déjà remplir un certain nombre de critères. La mise en place des institutions démocratiques, les institutions de contrôle, etc., etc. Ce qui voudra dire que pour une réelle mise en œuvre de cette monnaie, de l'éco, si réellement l'objectif est une indépendance monétaire, je pense qu'il faut également œuvrer pour la convergence de nos politiques de développement à travers donc la mise en place des modèles de gouvernance fiables, transparentes et voilà. Merci à vous. Alors, très rapidement, avant de passer au second sujet, Gaston Joy Agbo, Rodolphe Ataï a commencé déjà par le dire. Selon vous, s'agit-il d'un passage en force justifié? Justifié, oui, on peut le dire, parce que j'ai commencé à le dire, c'est quelque chose qui avait été évoqué plus tôt. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais dire à propos de la question d'indépendance pour ce qui est de la monnaie. Pour ce qui est de la mise en place de l'éco, il ne s'agit pas encore concrètement, de façon directe, d'une indépendance, parce que cette question faisait également partie des questions qui retardaient la mise en place de la monnaie. Maintenant, à travers l'accord qui avait été signé entre les États de la zone CFA et la France, cette question avait été résolue en ce sens que l'éco qui sera frappé sera toujours arrimé à l'euro, mais il y avait une garantie qui était envoyée au niveau du Trésor français, ce qui faisait que on parle d'une totale dépendance des États qui utilisaient le CFA vis-à-vis de la France. Donc cette garantie ne sera plus de mise. Donc la garantie restera au niveau de la Banque centrale ouest africaine, ce qui fait que on peut parler d'une indépendance, mais la monnaie va rester arrimée à l'euro pour assurer sa convertibilité, le temps de permettre à ces États d'assurer l'organisation interne et pour permettre à tous les États de converger vers ce qu'on a appelé l'union monétaire dans la zone ouest africaine. Donc c'est ce qui va se faire un peu. Et pour ce qui est du passage en force, oui, on peut justifier cela en ce sens que on ne veut plus attendre quelqu'un pour mettre en œuvre notre objectif commun. Si c'est déjà mis en place, les autres États seront obligés, seront forcés de travailler à l'interne pour atteindre cet objectif afin de faire de la CEDEAO, en tout cas ce qui reste de la CEDEAO, une CEDEAO unie sur le plan monétaire. Je reste avec vous pour embrayer avec le second sujet sur la coopération bilatérale. Alors, dites-nous, le bilatéral peut-il réussir là où le multilatéral n'a pas pu? Oui, pour le bilatéral, il faut déjà dire qu'il s'agit de coopération directe entre deux États plutôt que de parler de coopération entre plusieurs États à la fois, ce que représentait entre autres les organisations de regroupement régional comme la CEDEAO, l'Union européenne et autres. Donc ces organisations sont l'incarnation du multilatéralisme. Donc le bilatéralisme sera la coopération directe entre deux États. Et quand nous prenons le contexte actuel, il s'agit d'une CEDEAO, en tout cas pour ce qui est de la région ouest africaine, qui n'est pas beaucoup trop intégrée. Si nous prenons les récentes actualités, nous voyons qu'il y a quand même une désolidarisation pour ce qui est de l'économie au niveau de la CEDEAO à travers d'abord les sanctions qui avaient été appliquées aux trois États sortants de l'AES, et cela a un peu désintégrer l'économie de la CEDEAO. Maintenant, pour ce qui est de la CEDEAO, on ne ressentait plus son action sur le plan économique pour ce qui est des coopérations, des relations avec les États.
Et donc, il faut que un jour, les États se décident pour rétablir ce qui avait toujours été, ce qui a permis à la CEDEAO d'avoir ce nom, d'atteindre ce niveau aujourd'hui. Et le président du Bénin, Patrice Talon, et le président du Nigeria ont déjà réitéré leur engagement pour cela lors du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, désormais, nous voyons sur le terrain qu'il y a des travaux qui sont en train d'être mise en place, et c'est dans ce cadre que nous avons eu du 31 juillet au 2 août en territoire béninois une délégation du Nigeria qui est venue pour collaborer avec une autre délégation, ou je dirais un collège qui a été mis en place au niveau du Bénin pour travailler sur l'effectivité de cette relation naissante entre le Bénin et le Nigeria, naissante en ce sens que entre le Bénin et le Nigeria, il n'y avait pas toujours eu cette fluidité pour ce qui est de la coopération. Il est vrai que dans l'histoire, il y a toujours eu une relation économique et de coopération entre le Nigeria et le Bénin, mais à un certain moment, on a vu que cela a été coupé à travers une fermeture de frontières du côté du Nigeria. Et sous le régime de Patrice Talon, on a vu qu'il y a un travail qui a été effectué, un travail de fond pour permettre la réouverture de cette frontière. Et donc, désormais, nous assistons à une amélioration et une intensification de cette coopération entre le Bénin et le Nigeria. Merci à vous, oui, Rodolphe Ataï. Alors sur la question, je suis d'avis avec la quasi-totalité du développement de mon vis-à-vis, M. Gaston. Alors en ce sens que le bilatéral peut permettre aujourd'hui, peut être un moyen pour, je vais dire, raviver, sinon pour faire renaître le développement, pour impulser le développement au niveau de l'ECOWAS, au niveau de la CEDEAO. Parce que on sent du point de vue multilatéral que le multilatéralisme rencontre trop d'interférences. Alors, et quand c'est comme ça, généralement il est conseillé de reculer et de partir 2 à 2, et ensuite de 2 à 2 on revient encore au multilatéralisme. Justement, qu'est-ce que cela va donner? Par exemple, lorsque nous prenons donc le cas du Bénin et du Nigeria, n'oubliez pas que le Bénin et le Nigeria, comme l'a dit mon confrère, entretiennent de relations très historiques. C'est vrai que nous avons connu une période de fermeture des frontières que vous connaissez, mais malgré cela, il faut quand même noter que entre le Bénin et le Nigeria, ce qui s'opère, sinon ce qui s'observe du point de vue d'échange de formel et informel, quand même est assez colossal, donc très énorme. Cette coopération bilatérale désormais entre le Bénin et le Nigeria pourrait impulser la dynamique au niveau d'autres États, donc au sein de la CEDEAO, à également pouvoir suivre cette voie tout en signant des partenariats, des accords stratégiques bilatéraux, pourquoi pas le Sénégal, la Côte d'Ivoire, pourquoi pas d'ailleurs encore le Bénin, la Côte d'Ivoire, donc pour quand même inciter à une dynamique régionale. Mais attention, je pense qu'il y a un petit danger auquel il faut quand même être prudent. C'est justement quoi? Il ne faut pas oublier que ce bilatéralisme doit se faire, sinon s'opérer à l'intérieur de ce multilatéralisme. Parce que si le bilatéral venait à compromettre donc l'objectif ultime visé du point de vue multilatéral, il va se poser un problème, ça va éclater l'intégration communautaire que nous voulons. Puisque l'objectif, il ne faut pas l'oublier, l'objectif de départ, c'est d'aboutir à une fédération, d'abord de l'Afrique de l'Ouest, ensuite à une fédération africaine, à travers notamment donc les États-Unis, la création des États-Unis d'Afrique. Ça, c'est l'objectif, je dirais, à un siècle. Alors, si tel est le cas, il faudrait donc que le bilatéral s'inscrit dans la dynamique du multilatéral. Ça, justement, c'est la première des choses. Et lorsque vous voyez en même temps, actuellement, la décision a été prise à ce sommet il n'y a même pas encore 2 mois.
Mais justement, nous voyons déjà la mise en place du comité composé des Béninois, des experts béninois, des experts du Nigeria. On sent que la dynamisme y est. En fait, il ne s'agit pas de signer des accords théoriques sur papier que personne n'exécute jamais. Il s'agit d'impulser véritablement, de créer une zone donc économique, industrielle et économique bénéfique entre ces deux États. Et le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, l'a déjà rappelé à chaque fois. En fait, il s'agit du pragmatisme économique. Ce n'est pas le moment de crier à la souveraineté en l'air. La coopération, lorsqu'il est d'intérêt gagnant-gagnant, justement, c'est ce dont les pays africains ont besoin. Et je pense que sur ce point, le Bénin et le Nigeria sont en train de montrer le chemin à suivre aux autres États dans l'espace CEDEAO. Alors, Gaston Joy-Agbo, que peut apprendre la CEDEAO du modèle Bénin-Nigeria? Très rapidement. Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose à apprendre, mais la CEDEAO doit tout simplement s'impliquer dans ce modèle qui est en train d'être mis en place, parce que ce qui est aussi reproché à la CEDEAO, c'est de ne pas être un environnement d'encadrement des relations naissantes entre les États qui sont ses membres. Parce que normalement, quand il y a ces genres de relations qui sont établies et qui sont mises en place, la CEDEAO étant l'organisation mère qui regroupe ces États, doit travailler à ce qu'on arrive à une effectivité de cette relation et pour que les actions mises en place soient complètement effectives. La relation entre le Bénin et le Nigeria, je pense que c'est beaucoup plus pour rendre plus formel les échanges qu'il y a déjà eu, parce qu'il y a la question liée à la douane qui est posée. On voit que même si le Nigeria fermait ses frontières avec le Bénin, les échanges sont toujours là, mais c'est juste que ce ne sera plus formel. Voilà, également, ce qui se passe entre le Bénin et le Niger actuellement, la frontière reste fermée, mais ça n'empêche pas les populations de mouvoir. Donc là, on va beaucoup plus sur le plan formel, et pour ce qui est du plan formel, la CEDEAO doit s'impliquer, et maintenant les autres États qui sont à côté doivent également prendre exemple de cette coopération pour pouvoir aboutir à une CEDEAO renaissante. Merci à vous. Alors, très rapidement pour finir. Très rapidement, oui. La dynamique Bénin-Nigeria bilatérale, elle est bonne. Je pense que les autres États doivent suivre, et la CEDEAO également ne doit pas être du reste. Elle doit s'impliquer davantage pour inciter ces pays membres à suivre la dynamique. Mais, je le précise, il faut que ce bilatéral soit inscrit dans l'objectif ultime du multilatéralisme. Puisqu'en Afrique, on a besoin d'une fédération pour pouvoir avancer justement. Merci à vous, Rodolphe Ataï, Gaston Joy-Agbo. Merci également à vous. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, Rodolphe Ataï, juriste, sur ces questions que nous avons posées aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, l'écho en ligne de mire, les coopérations bilatérales qui tracent leur sillon. L'Afrique de l'Ouest cherche ses équilibres entre idéal collectif et réalité de terrain. Ce qui est sûr, c'est que les prochaines années seront décisives. Alors, merci à vous également, chers téléspectateurs. On va se donner rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde. D'ici là, portez-vous bien.